Salut tout le monde, avant de commencer, cet épisode contient un témoignage très sensible à propos de rapports non consentis. Ce contenu s'adresse donc à un public averti et vise à sensibiliser et informer en donnant la parole aux victimes. De mes 10 ans jusqu'à la veille de mes 12 ans, il faisait juste des attouchements. Et puis un jour, il m'a fait monter dans le salon. Et là, ça a été l'horreur de mes 10 ans à mes 16 ans. Il a abusé de moi en me pénétrant. Je ne savais pas trop ce que c'était puisque j'étais qu'une enfant. Je lui ai dit, tu ne me touches plus. Donc je dis, tu dégages en fait. Je veux plus que tu me touches. C'est horrible ce que tu m'as fait. Je n'étais qu'une enfant, 5 ans avec sursis. C'est pas grand chose. Mais d'un côté, je suis quand même contente parce que moi, j'ai été reconnue victime et lui coupable. Et ça n'a pas de prix pour une victime. Je m'interdis d'être malheureuse par ce que j'ai vécu. Salut tout le monde, bienvenue dans Snack. Aujourd'hui, on est avec Gabriella Colani. Elle a vécu l'horreur entre ses 10 et 16 ans. Elle a vécu des agressions sexuelles de la part d'un membre de sa famille. On va en parler directement avec elle parce qu'elle a fait la paix avec son passé et aujourd'hui, elle a sorti un livre où elle parle de ces différents faits. On en parle direct avec Gabriella. Bonjour Gabriella. Salut Pierre. Et merci de nous avoir contactés. Oui. Comme d'autres gens qui nous contactent sur notre page et on a répondu positivement du coup à ta demande. C'était un peu inespéré par contre, mais je me dis allez, je me lance. Eh bien, on se lance. Gabriella, t'as vécu l'horreur. Oui. Explique-nous. À mes 10 ans, j'ai commencé à changer au niveau du corps, à être une petite jeune fille assez calme, assez posée. Et je ne sais pas ce qui est passé dans la tête de mon beau-père. Un jour, j'avais beaucoup de conflits avec ma demi-sœur. Et il voulait voir comment ça se passait, les relations que j'avais avec elle, parce qu'elle me piquait mes vêtements. Elle était jalouse parce que j'étais chez mes grands-parents, parce que j'avais touché mes grands-parents. Et il voulait un peu me discuter avec moi pendant la nuit. J'ai pas trop compris pourquoi pendant la nuit, mais bon, bref. Et il me demandait chaque jour comment ça allait. Et puis un jour, il m'a fait monter dans le salon. Et là, il a commencé à m'attoucher. À partir de tes 10 ans, ça. Oui. Et ça a duré vraiment longtemps. 6 ans. 6 ans. C'était pas tout le temps parce que j'étais chez mes grands-parents les 3/4 du temps. Donc j'allais que le week-end chez ma mère. Et il abusait de moi et je ne savais pas trop comment dire parce que mes grands-parents étaient à l'ancienne école. Là, il faut pas parler de la virginité, c'est pas bien d'avoir des actes avant d'être marié, etc. Ils étaient assez très carrés là-dessus. Et moi, aller dire papi et mamie, en fait, j'ai été abusée sexuellement, ça ne passait pas. Je voulais être la petite fille parfaite. Parce que j'avais toujours au-dessus de ma tête ma mère qui ne s'était pas bien comportée étant plus jeune. Et moi, je devais montrer l'exemple à mes grands-parents. Oui, je suis sa fille, mais je ne lui ressemblerai jamais. Et donc, aller dire à ma grand-mère ou à mon grand-père, au fait, j'ai été abusée. Non. T'as jamais osé leur dire, du coup? Non. J'ai essayé d'écrire des lettres. Et j'ai voulu me défénétrer, j'ai voulu aller au Guillemin, me jeter sous un train. Et à chaque fois, c'était l'amour pour eux qui revenait à la raison et de me dire non, il faut que je sois là pour eux, même si ça va pas, un jour ça ira et c'est ça qui m'a fait tenir, quoi. Donc Entre tes 10 et 16 ans, c'est monté crescendo, il y a eu de plus en plus d'abus? Différent parce que de mes 10 ans jusqu'à la veille de mes 12 ans, il faisait juste des attouchements. Et puis après, à mes 12 ans, j'ai commencé à avoir mes règles, j'ai commencé à avoir la poitrine qui pousse, j'ai commencé à avoir des formes, etc. Et il a abusé de moi en me pénétrant. Et là, ça a été l'horreur parce que je me suis dit, il a fait des choses, il faut que j'aille me laver, c'est pas propre, c'est dégueulasse. Mais je savais pas trop ce que c'était puisque j'étais qu'une enfant et je voyais qu'il m'observait de la salle de bain pour voir si je me nettoyais bien, etc. Et je me suis dit, mais déjà, tu me fais mal. Tu viens m'observer dans la salle de bain. J'ai dit, tu veux quoi en fait en plus? Et je me lavais de toutes ces impuretés, de ce truc qu'on appelle le non, hein, et je me lavais parce que je m'irritais même parce que je voulais vraiment ne rien laisser. Et, la première fois que c'est arrivé, j'avais jeté la culotte dans la poubelle et déjà petite, je me disais il faut que j'aille la rechercher, cette culotte-là. Je ne sais pas pourquoi, mais un jour, elle me servira. Et la culotte, je ne l'ai jamais retrouvée. Donc, je me suis dit, merde, quoi, il est passé après moi, quoi. Il avait sa scène de crime. Et je me suis dit, ça y est, je suis dans un polar, enfin, c'est pas possible.
À cet âge-là, tu réalises pas forcément ce qui est en train de se passer, je suppose. Non, mais je me doute que c'est grave, mais je ne sais pas comment en parler, etc. Puis plus tard, il a joué sur la carte. J'apprends ton éducation sexuelle. Je t'apprends ton éducation sexuelle. Ah, d'accord. C'est quoi l'éducation sexuelle? Enfin, tu me laisses même pas moi, petit enfant, grandir. T'entends quoi par là? Enfin. Et puis c'est quand j'ai eu mon premier copain où il y a eu forcément des relations sexuelles et je ne sais pas s'il a senti que j'étais vierge ou pas vierge. Et je me suis dit, si je suis pas vierge, il va peut-être se poser la question, c'est une traînée, etc. Ou non, j'ai été abusée en fait. Et à un moment donné, il voulait faire une sodomie. Et moi, j'étais non, pas ça, parce que au début où j'ai eu la première sodomie avec mon beau-père, c'est parce que j'avais été méchante avec lui. C'était une punition. Et non, tu me feras pas ça en fait. Il l'a quand même fait, mais voilà. Et je me suis dit jamais plus personne ne fera ça parce que c'est quand je suis méchante qu'on fait ça. Et non. Ça a été évidemment traumatisant. Tout ce que tu nous expliques là, on constate bien que c'est horrible. Horrible. À quel moment est-ce que tu te dis, ok, en fait, de mes 10 à 16 ans, j'ai vécu l'horreur? Quand, justement, avec mon copain, de me dire, c'est pas normal que quelqu'un soit passé déjà au-dessus de moi, alors que je n'ai que 16 ans. Et je lui ai dit, j'ai l'impression, en fait, à mon beau-père, je lui ai dit un soir, tu ne me touches plus. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que je suis avec quelqu'un. Je suis avec quelqu'un et j'ai l'impression de le tromper avec toi. Et moi, la relation comme ça à 3, ça va pas. Donc je dis, tu dégages en fait. Je veux plus que tu me touches. C'est horrible ce que tu m'as fait. Je n'étais qu'une enfant. J'ai dit, si t'avais besoin de vider ton sac, t'avais qu'à aller trouver ma mère. Et il a dit, oui, mais tu fais mieux qu'elle, les fellations, tu fais mieux qu'elle, tu embrasses mieux qu'elle, etc. J'ai dit, non. J'ai dit, tu vas chercher ma mère. Moi, je suis pas avec toi. Moi, j'ai 16 ans. J'ai dit, c'est non, c'est fini. Et à ce moment-là, ça a changé? Il m'a quand même dit que si je parlais, parce que j'ai dit, je suis à 2 doigts d'aller trouver la police et de lui dire tout ce que tu m'as fait. Et il m'a juste sorti, de toute façon, tu n'oseras pas déposer plainte parce que tu vas briser une famille et personne ne te croira parce que tu n'as aucune preuve. Bien après, tu as déposé plainte. Ça a été un processus, évidemment, pour que tu arrives à ça. Oui. Ça a duré combien de temps, ce processus où tu t'es dit, ok, il faut que je... À mes 16 ans, donc j'ai enfoui tout ça comme beaucoup de victimes font. C'est une espèce de... Comment est-ce qu'on appelle une amnésie? On range ça dans un tiroir et on fait comme si ça n'avait jamais existé. Et comme tous les jeunes, j'ai été à une soirée alcoolisée pour un anniversaire. Évidemment, moi je bois jamais, donc ou très peu. C'est une bière et puis c'est tout parce que moi je tiens pas l'alcool. Et là, je me suis laissée un peu entraîner dans le mouvement, etc. J'ai bu de l'eau garden, etc. Et le soir, mes grands-parents devaient venir me chercher. J'étais livide, je ne sais pas ce qui m'arrivait, j'avais des flashs et j'étais avec mon ex et dans la voiture, j'ai commencé à pleurer et je me suis mise dans la cave après et je me suis laissée écrouler contre le mur et j'ai dit, tu veux que je t'avoue quelque chose de grave, de très grave? Il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es dans un état comme ça? C'est la pierre qui te fait un effet comme ça? J'ai dit non, j'ai été abusée quand j'étais petite. Il m'a dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. Je dis si, de mes 10 ans à mes 16 ans. Donc après, j'en ai parlé à ma grand-mère. Elle m'a pas tout de suite cru, mais vu l'état dans lequel je me suis mise, elle s'est dit, là, elle a un problème. Et mon grand-père n'a pas chipoté, il m'a cru tout de suite. Et lui, il m'a dit, je vais le démonter, je vais lui casser sa gueule. Je dis, papy, tu vas pas aller en prison pour un connard. Et après, plus tard, je l'ai dit à ma mère et puis à mon père. Et c'est ma mère, en fait, qui m'a forcé à déposer plainte. Ta mère, qui dans un premier temps t'a soutenu, ne te soutient plus? Non. Parce qu'il lui a retourné le cerveau. Je pense qu'elle est dépendante affectivement. Et au point où, dans sa propre déposition à elle, elle dit que c'est un coup monté entre mes grands-parents, moi, mon père, et que j'ai tout inventé pour briser sa vie et briser son mariage. On va pas s'étaler évidemment sur ce procès, etc. Mais il faut savoir que aujourd'hui, il est condamné. Il a été condamné. Pas grand-chose, mais... Pas grand-chose. À quel point? 5 ans avec sursis. C'est pas grand-chose. Mais d'un côté, je suis quand même contente parce que moi, j'ai été reconnue victime et lui coupable. Et ça n'a pas de prix pour une victime. D'être au moins reconnue et pas que le dossier soit classé sans suite.
classé sans suite, ça aurait été ah mais non, en fait ça n'a pas existé. Mais là c'est écrit, ça a existé. En Belgique, toutes les agressions n'aboutissent pas à une condamnation, donc ça c'est déjà une belle victoire. Une grande chose. Même si c'est un sursis, donc il n'a pas eu de prison ferme. Bah, il était à 2 doigts d'avoir au moins 4 ans d'emprisonnement ferme. Et j'aurais préféré parce que je sais que les personnes qui vivent des enfants, on n'a pas de cadeau avec eux en prison. Ils sont mis sous le même pied et ils subissent peut-être des choses où ils ne sont pas consentants. Et j'aurais préféré qu'il ait ça. Pour me dire, tu vois ce que ça fait le non consenti. D'autant plus que tu n'avais pas été la seule à subir ce genre de choses de sa part. Non. Explique-nous un peu. Bah, brièvement, parce que je crois que cette fille-là, elle veut rester un peu dans l'anonymat, mais ça m'a aidé dans la procédure. En fait, sa fille m'avait beaucoup parlé, etc. Celle qui m'avait aussi incité à déposer plainte, qu'elle ne m'en voudrait pas. Et donc, on avait fait un échange sur Skype où elle disait que sa demi-sœur, mais alors du côté de sa maman, elle s'est remise avec quelqu'un d'autre. Il y a une petite fille qui a été engendrée. Elle a subi la même chose, mais pas comme moi, dans le sens où elle n'a eu que quelques attouchements, mais ça l'a quand même fort traumatisée. Et alors finalement, elle a déposé plainte et ça a alourdi un peu son dossier. Maintenant, je sais pas si je suis la seule ou pas de celui-là. Enfin, on est 2, mais je ne sais pas si on est plusieurs ou pas. Je sais pas pourquoi moi j'ai subi tout ça alors que je m'habillais pas de manière provocante. Je ne mettais pas de décolleté. J'étais plutôt le genre de fille à mettre des longs pantalons, des longs trainings, des trucs oversize pour être sûr qu'on ne me voit pas, justement parce que j'avais honte de ce corps où je subissais des atrocités. Et je ne me mettais jamais en valeur. Jusqu'au jour où j'ai su dire stop et mon chéri me dit mais pourquoi tu ne mets pas des robes de temps en temps Bah oui, ok, c'est bon, avec ça maintenant je peux. Ça a été un long processus, cette reconstruction après. Oui. Tu as dû être suivi, je suppose, par des psychologues, psychiatres et autres. Pas psychiatre, j'ai juste fait psychologue, mais mon avocat à l'époque me disait maintenant il va falloir que tu ailles suivre quelqu'un. Moi j'ai dit non, j'ai toujours fait toute seule. J'ai pas besoin d'un psy. J'ai dit de toute façon les psys sont tous tarés. Parce que mon grand-père avait toujours dit que les psys étaient tarés, mais mon grand-père était un peu particulier. Et c'est l'ancienne génération aussi. Oui, ils étaient un peu durs. Et ça ne m'en fait pas de quelqu'un de plus mauvais. D'ailleurs, on dit que j'ai beaucoup de valeur, etc. Mais j'avais dit non, j'ai pas besoin. Moi, je vais vivre toute seule, je vais continuer, je vais faire le procès toute seule. Il m'a dit non, tu te fais aider. Alors, j'ai quand même cherché sur Internet, psychologue dans la petite enfance, reconstruction, etc. Et je suis tombée sur une dame. Parce qu'à l'époque, moi, les hommes, je voulais rien savoir. Un gynécologue, c'était une femme aussi. Personne ne me toucherait, le sexe masculin ne me toucherait au niveau génital, etc. Et je voulais absolument pas d'homme thérapeute. Et ça fait depuis 2017 que je la suis. Et je la suis encore maintenant. Parce que, j'ai plus tellement mal, enfin si, j'ai encore mal avec le viol, mais j'en veux beaucoup plus à ma mère. En fait, j'ai la rage contre ma mère, en fait, d'avoir laissé faire tout ça. Et lui, en fait, dans ma tête, je ne considère que c'est une conséquence du manquement de ma mère. Est-ce que selon toi, elle était au courant de tout ça? Je pense. Parce que il s'absentait le soir, tard la nuit, et moi je clapais les portes elles grinçaient, et je me dis, il n'y a jamais personne qui se réveille ici, c'est quoi ce bazar? Et ma mère, à chaque fois, elle avait des rapports sexuels avec lui quand il retournait au lit. Donc il abusait de moi, et puis après, il faisait ses affaires avec ma mère, quoi. Et donc j'ai dit à mon avocat, je pense clairement que j'ai été victime d'un complot parce qu'ils savaient qu'il y avait de l'argent en héritage. Et alors si ils arrivaient à m'éliminer en me faisant du mal, ils auraient tout le pactole. Parce que tes grands-parents étaient fort proches de toi alors. Oui, c'est ça. C'est ça. C'était comme mes piliers d'ailleurs. Ici, je sais pas si c'était pour les tatouages, mais je l'ai fait quand même contre l'avis de mon grand-père. Ça représente ma grand-mère et mon grand-père. Qui ont été d'un soutien indéfectible pendant ces années-là alors.
Ça a été d'ailleurs les premières personnes à qui tu en as parlé. Hein. Oui. Le moment où tu te dis, ok, il faut que j'en parle, ça a dû être très très compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas encore parlé, qui ont vécu des atrocités aussi. Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes? Ben déjà, le petit point positif, c'est qu'au niveau de la loi, je t'avais envoyé que ça a changé, que maintenant il n'y a plus de délai de prescription, puisque moi à l'époque, quand j'avais écrit le livre, j'avais mis qu'il y avait 15 ans de prescription. Maintenant, ce délai-là, il n'y a plus. Donc, est-ce que c'est une première ouverture pour les victimes? J'espère qu'elles déposent plainte. Enfin, maintenant, s'il y a d'autres victimes, bah, moi, j'ai fait en sorte de crier haut et fort ce que j'ai vécu pour justement attirer ce monde-là, parce que je me dis qu'avoir quelqu'un en face de soi qui a vécu la même chose, c'est peut-être plus facile pour échanger et de se dire, moi, j'ai pas de tabou avec cette personne-là parce qu'elle a vécu ce que j'ai subi. Et donc, c'est vers cette optique-là que je vais et j'espère pouvoir en aider plus d'un en fait et à passer le cap de mais regarde, j'ai quand même déposé plainte et ça a quand même été pris en considération en justice quoi, donc pourquoi pas toi? Exactement. C'est pour ça que tu as écrit d'ailleurs ce bouquin en parallèle de voir ta psychologue. Oui. Ça t'a bien aidé aussi ce bouquin à mettre tout sur papier. Mais j'ai commencé ce livre-là quand les événements sont revenus à la soirée d'anniversaire, parce que je me dis, ça m'a tué une fois, ça va pas me tuer une deuxième fois ça. Alors il faut que je le sorte, que je le couche sur papier. J'avais demandé à mon grand-père qu'il le lise à l'époque, parce que mon grand-père corrigeait souvent mes cours de français, mes dissertations et tout ça. Et j'avais besoin d'un soutien au niveau de l'écriture parce que mon grand-père avait des très bonnes idées. Mais il m'a dit, écoute, je ne saurais pas le lire parce que je vais le tuer. C'est trop dur, oui. C'est trop dur, je vais le tuer. Il m'a dit, je suis désolée, mais je ne saurais pas. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est là. Et puis, j'ai rencontré mon mari. Et il m'a dit, pourquoi tu ne le sors pas? C'est là, c'est dans ton ordinateur, dans un coin. Prends le courage et fais-le parce que je sais que tu en es capable, parce que tu fais preuve d'empathie et tu aimes ça, aider les gens. Et puis ça peut être une sortie pour d'autres victimes aussi, de se dire, elle a écrit, elle a osé, je peux aller la trouver, c'est une personne de confiance. Et donc du coup, je me suis dit, je vais envoyer, je ne sais jamais. Et puis j'étais au boulot. Et je consulte mes mails et là je vois la tartine qui résume tout ce que je n'avais pas su mettre par écrit. Et c'est la maison d'édition Jet d'encre qui m'a répondu de façon positive en disant nous acceptons de vous publier. Et là ma tête, j'étais waouh. Et j'en ai pleuré. Parce que enfin on légitimisait un peu ce que tu avais vécu, je suppose. Oui. Et le fait que ça pouvait intéresser énormément de femmes, en effet. Étant donné que, selon les derniers chiffres, 64% des femmes entre 16 et 69 ans ont déjà subi une forme d'agression. C'est un chiffre horrible. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, il y a énormément de femmes qui vivent ce genre de choses. Après l'écriture de ton bouquin, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui t'ont demandé des conseils et autres, qui t'ont contacté ? Pas encore, mais moi maintenant j'arrive à me déplacer dans des salons. Donc j'ai déjà été au salon du livre à Amoir. J'ai été aussi à Modave. Et j'ai eu quelques échanges. Et à la fin de la journée avec mon mari, on débriefe souvent. Et il me dit, mais t'as quand même fait pleurer des personnes, quoi. Donc tu touches quand même les gens avec ton histoire. Et ça, ça n'a pas de prix en fait. Donc je me dis, waouh, quelle belle avancée. Si tout le monde pouvait prendre son courage à deux mains pour le faire comme moi, moi je suis là. Et je ne sais plus à qui j'en ai parlé, mais j'ai dit, moi j'attends mon armée derrière moi en fait. Mmh. C'est dingue que tu t'aies traversé ce tabou, tu vois. Cette barrière où tu te dis, non, je vais pas en parler. Moi, c'est ma mère qui m'a mis un peu devant le fait accompli de, paf, t'es devant le flic, tu dois faire quoi? Et l'audience a duré 3 heures. Et quand il s'est levé, qu'il a pris le dossier, qu'il a dit je transfère directement l'affaire au parquet parce que c'est une affaire très grave, moi je dis il va se passer quoi? Parquet, tribunal, justice, qu'est-ce que c'est? Et paf. Et je me suis dit waouh, ils prennent le truc au sérieux. Donc c'est peut-être ma mère qui a fait en sorte que ça change puisqu'elle m'a mis devant le fait accompli. Donc quelque part elle a peut-être fait une bonne action, mais le fait de retourner avec lui après, non. C'est quand même formidable parce qu'il y a différents témoignages aussi qui parlent de certaines forces de l'ordre
qui ne prennent pas du tout au sérieux ce genre de déposition. Malheureusement. Là, ça a été le cas. Ils ont pris au sérieux ta déposition. Tu crois que maintenant, en 2025, les dépositions sont plus prises au sérieux qu'avant? Ça, je ne sais pas répondre, mais j'espère parce que moi, j'ai été devant un neuropsychiatre. J'ai pu passer aussi devant un psychiatre et il avait dit à l'époque qu'il y avait des femmes qui jouaient le fait d'avoir été abusées pour se sortir d'histoires un peu compliquées. Alors elles jouaient la carte de j'ai été abusée, etc. Donc il y a eu quand même pas mal de choses. Mais j'ai dit mais on peut pas mentir avec ça. Enfin c'est juste pas possible en fait. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Il m'a dit il y en a qui sont très manipulatrices en fait et qui jouent la carte de oh il m'a vu, oh il m'a fait du mal. Mais moi je dis mais ça ne doit pas être conçu de faire ça en fait parce que c'est dramatique. Enfin dans la loi c'est considéré comme un crime. Donc enfin on peut pas jouer avec un crime. Enfin non en effet. Donc, D'ailleurs Amnesty donc a fait différents rapports où il parle de 20% de femmes qui ont été violées. Donc on parlait d'agression sexuelle juste avant. Le 20% d'entre elles ont été violées, ont subi un viol parmi les Belges. Parmi les plaintes déposées, alors, Amnesty dit que 53% des cas sont classés sans suite. ouf. Ce qui fait que énormément de femmes hésitent à aller s'ouvrir à un agent en disant bah voilà ce que j'ai subi, etc. Étant donné que il y a quand même de fortes chances que ce soit classé sans suite. On l'a vu dernièrement, d'ailleurs, avec un étudiant en gynécologie. Ah moi j'avais Ça juste fait quoi envie de vomir avec cette information-là, de me dire mais il va exercer, il va. Enfin c'est facile de violer une femme avec des instruments chirurgicaux par exemple, parce que je sais bien que des fois on vient avec un spéculum à l'intérieur de toi, bah il peut prendre ses doigts ou faire des trucs et je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on laisse des gens comme ça? Non, c'est pas possible. Et je crois que le matin quand j'ai vu l'info, j'ai regardé mon mari et je lui ai dit t'as vu, c'est aberrant en fait. Puis il m'a dit oui je sais, j'ai vu. Je dis oui mais c'est aberrant. Et il me dit oui je conçois très bien que c'est aberrant et il aurait pas dû finir ses études. Non, c'est ça. Il aurait dû être mis sous la sellette quoi, faire autre chose quoi. Voilà, moi j'ai eu la chance que ce soit reconnu alors que au départ j'avais aucune pièce à conviction. Ça t'aurait aidé d'avoir des cours d'éducation sexuelle assez tôt Un dans ta soutien vie? ou quoi, un psychologue ou quelque chose, Un oui. psychologue par exemple aussi, ou bien un mouvement que tu voyais à la télévision, des femmes qui défilaient pour soutenir les personnes qui ont été ou qui ont été victimes d'agressions. Ouais. Ça t'aurait aidé ça? Un petit peu, oui, parce que on n'est pas soutenu à l'école, on fait sa vie et puis moi, à un moment donné, comme tous les enfants, je me suis rebellée. Mais moi, je me suis rebellée contre plein de choses. Et en secondaire, c'était pas facile non plus. Et j'allais à l'école et puis à côté de ça, personne ne savait que j'étais abusée parce que je ne le montrais pas. Tu te sentais très seule, je suppose, dans ce combat. Oui. Puis de me dire, si je dis à mes grands-parents que j'ai fait ce qu'il fallait pas, entre guillemets, j'avais peur qu'ils me mettent à la rue. Le sentiment d'abandon était vraiment très là quoi, très au-dessus, et de me dire si je suis abandonnée par mes grands-parents, c'est la fin du monde, c'est fini quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Tu viens de dire si mes grands-parents apprenaient que j'avais fait ce qu'il fallait pas. Mais finalement, j'ai rien fait. Tu n'as rien fait. C'est dans cette optique-là que j'allais. C'est lui le gros porc. Oui, c'est ça. Hein? Mais au début, c'était vraiment de me dire qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, c'est de ma faute. Et puis, longtemps après, avec la psy, elle m'a dit mais non, c'est pas de ta faute, c'est lui qui est dérangé, c'est toi la victime. Et ça, mon grand-père me l'a sorti aussi plein de fois, me dire toi t'as rien fait, c'est lui. Et en 10 et 16 ans, tu te disais que tu faisais quelque chose de mal. Oui. Et pendant plusieurs années après, je suppose que tu te disais que tu avais fait quelque chose de mal, alors que oui, c'est ça. Pas du tout. Mais je crois que c'est beaucoup dans l'optique des personnes abusées de se dire c'est de ma faute si j'en suis arrivée là. Alors que non. Quand on a conscientisé ça aide pour le cheminement. Ouais. Mais le fait qu'on parlait tout à l'heure de reconstruction, etc., j'ai cheminé, puis il y a eu le procès, puis ça a été un peu laissé de côté, parce qu'il y a eu le Covid, puis j'ai perdu mes grands-parents. Et le fait que ce soit fini, ça a été fini l'année passée.
Bah là, j'ai pu définitivement tourner la page parce que je me disais encore à mon chéri, paf, je reçois une lettre dans la boîte aux lettres en me rappelant, tiens, oublie pas que tu as le procès, que tu dois donner ça et ça. Et je disais à mon mari, mais comment est-ce que tu veux que je le finisse alors que quand je n'y pense plus, il y a une lettre qui arrive qui me rappelle ça. Comment est-ce que tu veux que je n'en parle plus? Et il me disait, oui, je sais, c'est compliqué. Mais oui, mais moi, j'en ai marre de recevoir cette lettre-là. J'aimerais bien que ça se finisse une bonne fois pour toutes. Et c'est fini. C'est fini, mais ça a duré longtemps? Combien d'années? 9 ans. 9 ans de procès. C'est peut-être ça aussi qui tend aussi ce que les victimes ne déposent pas plainte, mais moi je me dis, il y a quand même eu le Covid, puis j'ai perdu mes grands-parents, et puis j'ai été un peu, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai été un peu abandonnée par mon avocat. J'ai dû changer de conseil, et tout ça, ça prend énormément de temps, et voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que mon grand-père me disait que de toute façon, on allait arriver à rien, même si je déposais plainte. Mmh. Et Dieu sait quoi, il a été reconnu quand même coupable et j'ai été dédommagée. Aucun regret d'avoir eu ces 9 années de combat? Non. Non. Parce qu'aujourd'hui... Je suis là. Voilà. Et t'es satisfaite, t'as fait la paix aussi avec tout ça. Ça aurait été beaucoup plus compliqué s'il n'y avait pas eu cette condamnation. Je pense que j'aurais fait appel en me disant c'est pas juste qu'il n'ait rien. Et en fait, le livre... qui est là, j'avais dit à la police, mais j'ai écrit, mais je sais bien que de toute façon ça ne servira à rien, il faudra que je répète sans arrêt ce que j'ai vécu, je vous le donne quand même, mais ça ne servira à rien. Puis il m'a dit, mais si, on va le mettre dans votre dossier, ça va servir de pièce à conviction. C'est la seule preuve qu'on a de tout ce que vous avez subi, même si vous l'avez écrit par après. Et je dis, waouh, ah ouais. Ça a servi alors. Ouais. Aussi bien pour toi que pour tes lecteurs. Oui. Et la police avait même dit à l'époque, pourquoi est-ce que tu n'en fais pas un livre? Mais je dis, non, c'est mon jardin secret. Je dis, personne ne devra savoir. Et puis là, ça fait que on a un mari qui est soutenant, qui est toujours là, dans les délires, comme dans les mauvais moments. Et il me dit, vas-y, fonce. Mais non, c'est mon jardin secret, tu me fous la paix avec ça. Et j'ai osé. Et puis quand il a reçu la capture d'écran, il m'a fait, tu vois, je t'avais dit que t'allais aller loin. Tu vas peut-être en aider plus d'une et tu vas peut-être changer le monde. J'ai dit oui, mais attends, moi je suis pas Mère Teresa. Je saurais pas faire tout ce qui est impossible et inimaginable. Et on va y aller mollo. On va essayer de se faire connaître. Et puis après, ici en blaguant, j'ai dit je vais être la star de la ville de Liège maintenant. Mais c'est vrai que finalement, j'ai rarement entendu des témoignages comme le tien à propos de choses aussi graves, qui concernent d'agressions sexuelles, où on voit bien que tu as fait un travail et que tu as dépassé ce tabou et t'en parles assez librement. Certainement que ce livre, Je n'ai pas grandi, que tu as écrit, t'a aidé. Pourquoi ce titre ? Parce qu'il m'a laissé en stand-by mon enfance, donc j'ai pas eu le temps de grandir comme les autres enfants en fait. Puisque je me rappelle, j'étais encore petite et ma mère venait me donner un bisou où je demandais des conseils à ma mère sur je ne sais plus c'était quoi et il me dit non, tu n'as plus besoin, tu es une femme maintenant. J'avais 13 ans et je dis mais non, je suis toujours un enfant en fait. Et j'ai dit non, je suis un enfant. Donc je n'ai pas grandi parce que de mes 10 ans à mes 16 ans, il m'a pas laissé grandir. En fait, il m'a directement plongé dans le tabou de t'as des relations sexuelles, t'es une femme maintenant. D'accord. Ça parle de là alors. En écrivant ce bouquin, donc ça raconte absolument tout ce que tu as vécu jusqu'au procès. Oui. Tu t'adressais à qui en écrivant le bouquin ? À moi-même quand j'étais plus petite. De me dire, ça ma psy m'a bien fait comprendre, tu dois être en paix avec la petite fille qui est en toi et lui dire que tu seras toujours là pour elle. Et je l'écrivais pour mon moi petit du fait de ne pas avoir stoppé tôt assez ou de l'avoir aidé plus que ça, mais moi-même je n'arrivais pas à me sortir de la situation quand je subissais les choses parce que
En fait, j'ai fait une dissociation. Ça arrive souvent aussi chez les victimes. Une dissociation du corps et de l'esprit. Donc en fait, c'est l'esprit qui s'en va et toi, tu es spectateur de ce qui se passe en fait, sans pouvoir bouger ou quelque chose. Tu es tétanisé, tu ne sais rien faire. Donc tu es spectateur de ta propre, de ce que tu es en train de subir. Et enfin, c'est horrible comme truc. Et je me sentais incapable de bouger. Et puis c'était un poids lourd sur moi et à chaque fois, je n'arrivais pas à le foutre dehors, de le virer. C'était compliqué. Et je l'ai écrit pour être en paix avec moi-même d'abord. Et puis je me suis dit, si mes grands-parents veulent savoir, ils n'auront qu'à aller lire. Et ma mère, mon avis, elle le prendra jamais. De toute façon, elle sait même pas que ça existe. Et si elle le lit, c'est très bien. Comme ça, elle saura tout ce que j'ai subi. Au lieu de dire que je suis une menteuse. Parce que ça venant de sa mère, c'est un peu... Ouais, ça a été thérapeutique aussi, l'écriture donc de ce bouquin. T'en as écrit un deuxième d'ailleurs, sur toutes les poursuites, etc. Ça vient boucler la boucle, tout ça. Oui, la boucle est bouclée. Voilà. Ce sera le deuxième et le dernier, alors Non, parce que j'ai d'autres projets. Avec monsieur, on est en projet PMA. Et quand j'ai des échanges comme ça avec des personnes dans les salons, etc., c'est très enrichissant. Et quelqu'un m'a dit mais pourquoi tu ne continuerais pas à écrire justement en parlant de plus que Gabriella, elle est apaisée avec tout ça et que malgré tout, la vie, elle continue. Et que tu as une vie de famille ou partir dans la romance ou je sais pas, mais là je suis dans mes projets à fond bébé, voilà, et à fond boulot et je crois on va faire une petite pause, mais c'est dans un coin de ma tête, je prends mon PC quand j'ai l'envie et j'écris. Le deuxième bouquin, alors il sortira un peu plus tard. Vous allez le corriger avec ton éditeur, etc. En janvier, tu dis? J'espère. Voilà, plus ou moins. J'espère parce qu'il sortira 2 ans après celui-là et je me dis ça peut être sympa qu'il sorte en même temps, de moments différents. Ouais, absolument. Est-ce que, en parallèle, tu continues à aller dans des colloques, dans des classes peut-être? T'as déjà été appelé dans des classes? Pas encore. Pas encore. J'aimerais bien. Oui, pouvoir en parler, mais là, j'ai dit à quelqu'un, je ne sais plus à qui, que j'avais quand même du mal, moi, à aller parler. Et puis ici, c'était un peu qui tout doux. Je me dis, oui, je vais être prise, pas prise, tant pis, c'est pas grave, mais j'aurais tenté le coup. Et j'ai été agréablement surprise d'être ici. Et donc, je me dis, pourquoi pas, si je viens avec mon bagage, de me dire, je ne serai pas refusée, en fait. Non, en effet, parce que c'est très rare qu'on reçoive des messages de personnes qui veulent témoigner de faits aussi graves. D'autant plus à visage découvert. Ça, évidemment, il faut avoir fait un fameux travail pour accepter ça. Oui. Et dès lors, on saute sur ce genre d'occasion, étant donné qu'il y en a très peu. Et pourtant, ce sont des faits qui concernent énormément de gens et des faits sociétaux qui sont très tabous, alors que on devrait changer tout ça. Donc, journalistiquement, c'est sûr que c'est très intéressant et merci de nous avoir contactés d'ailleurs, Gabriella. Tu parlais de PMA, tu as fait aussi la paix avec le fait d'avoir un enfant, parce que ça a été compliqué aussi, ça, dans ton évolution en tant que femme. Oui. Mais je me suis toujours dit un jour je serai maman. Et malheureusement avec mon ex, j'ai été maman, mais j'ai préféré avorter parce que c'est une lourde décision. Mais je me dis avec un père alcoolique qui en a rien à faire et qui va pas élever son enfant, et puis moi la famille complètement détruite, je voulais pas donner ça comme image à mon enfant, d'avoir lui aussi une famille détruite. Et je me suis dit j'attends la bonne personne au final pour le faire. Bon, il est arrivé un peu par accident parce que on avait le projet de faire un bébé. Et puis, on s'est séparés dans la foulée, donc le temps de reprendre ma pilule, etc. Paf, je suis tombée malheureusement enceinte. Et l'avortement, c'est encore au sujet tabou aussi, mais on va pas s'étaler là-dessus. J'ai mes raisons et j'ai été très triste avec ça. Et je me suis dit, quand je trouverai la bonne personne, ça ira et j'aurai ma famille aussi comme tout le monde. Et maintenant, j'ai mon chéri, je suis mariée, j'ai une maison, on a un toit. On a tout ce qu'il faut pour accueillir un bébé et on fait tout dans les règles de l'art comme beaucoup de gens voudraient faire ou font. Et je me dis, allez là, on est prêt.
on y va. Je trouve que c'est incroyable comme ça peut être pris comme un exemple de reconstruction, ce que tu es en train de dire là, parce que évidemment, t'as fait un travail sur toi-même, ta thérapeute t'a aidé, mais le mari que tu as trouvé, parce que maintenant vous êtes donc mariés, évidemment t'as soutenu énormément. Oh oui. Je crois que je serais pas ici pour le moment avec. S'il n'avait pas été dans ma vie, je pense que je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Tu conseilles à ces personnes qui ont vécu des agressions de bien s'entourer, c'est ça aussi la clé? Oui. Trouver des personnes de confiance, c'est pas toujours facile, mais il y en a. Et moi, je veux faire partie de ce mood où on se dit, ah bah tiens, Gabriela Colani, elle a vécu ça, bah elle peut être une personne de confiance, elle me jugera pas. Donc moi, je laisse la porte ouverte à n'importe qui. Il peut venir échanger sur les réseaux avec moi. J'ai une page Facebook, j'ai un compte aussi. Et je me dis, allez-y, quoi. Moi, j'attends que ça, d'avoir des échanges. Et jamais je ne serai dans la critique ou de me dire, oui, t'aurais dû faire comme ça ou comme ça. Non. Justement, il faut pas aller de façon brutale envers ces personnes-là. Parce que il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, parce que je trouvais qu'il y avait un recruteur d'emploi qui était un peu trop intrusif. Et j'avais dit quelque chose comme oui, mais le fait de faire ça, ça me refait penser à mon passé. Elle m'a dit, ah, ça va, t'as été une fois par quelqu'un, ça ne va pas recommencer. Mais tais-toi, en fait, tu sais pas, en fait, t'as pas vécu le truc, tu sais pas ce que c'est, donc t'as juste le droit de te taire, en fait. Mmh. Et depuis, je ne lui parle plus parce que je trouvais ça abject comme truc, et je me suis dit, celle-là, c'est pas une personne de confiance, et voilà, et je me dis, c'est sans tabou, et il faut surtout pas, quoi, provoquer ou dire des choses qui pourraient faire du mal à la personne, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui hésitent encore à en parler? Venez me trouver. Parce que j'avais dit à la Meuse, quand j'avais été interviewée, je m'interdis d'être malheureuse par ce que j'ai vécu. Et je crois que cette phrase-là, elle va me suivre longtemps, parce que si je suis malheureuse, il a tout gagné. Que si je continue à faire ma vie, bah, c'est moi qui gagne. Et lui, il n'a qu'à se baisser les yeux et me regarder avancer. Ça a dû être dur aussi de te dire, ok, je vais en parler et j'ai peur peut-être qu'on porte un jugement sur ce que j'ai vécu, etc. C'est certainement ce qui bloque énormément de femmes. Oui. Au moment où tu as dépassé ça, où tu t'es dit, ok, je vais en parler, t'avais encore peur de te faire juger malgré tout? Surtout les représailles de peut-être mon beau-père, ma mère, et au final, tant mieux, ils sont pas là, et tant pis, même si un jour ils savent ce que j'ai fait, c'est très bien, parce que moi je dois plus avoir peur. Il faut pas avoir peur. Alors oui, c'est tabou, mais c'est grave. Et oui, la justice, elle est pas très aidante non plus, comme on l'a dit tout à l'heure, mais si on n'ose pas, on n'y arrivera pas et on fera pas bouger les choses, en fait. Et moi, je pars de l'optique où je suis vraiment absolument contre les injustices, et je me dis, il faut oser, il faut le faire, parce que si tout le monde se tait, si je m'étais tuée aussi, il n'aurait pas été condamné, il n'aurait pas eu sa peine, il n'aurait pas eu les dédommagements, et je crois que c'est la rage que j'avais dans le corps qui a fait que j'ai réussi aujourd'hui. Et je me dis, mais faut pas avoir peur, en fait. Moi, j'ai eu peur parce que j'avais pas beaucoup de soutien, j'avais pas beaucoup d'environnement, etc. J'avais mes grands-parents qui étaient très soutenants, mais mon grand-père me disait, oui, mais dépose pas à plainte parce que de toute façon, ça n'aboutira à rien, parce qu'on sait bien comment ça fonctionne, la justice. Et j'ai dit, oui, mais moi, je veux pas faire comme tout le monde. En fait, je veux faire différemment. Et je suis sûre que ça va marcher avec moi. Il m'a dit, mais t'as pas de preuves. Non, mais je vais me débrouiller avec le packaging que j'ai avec moi, et c'est bon, quoi. Et il m'a dit, t'aurais déposé plainte plus tôt, on aurait pu faire des prélèvements. T'aurais dû nous en parler plus tôt. Oui, mais non, c'est trop tabou avec vous. Mmh. Et moi, j'incite les gens à le faire. Et même si c'est compliqué, même si ça prend du temps et tout ça, il y a quand même un grand pas en avant avec la justice, avec ce délai de prescription qui a sauté. Qu'est-ce qu'il faudrait en plus comme avancée en Belgique pour que ces agressions
diminue pour que enfin ce problème de société. Je sais pas. Il y avait l'histoire avec Marc Dutroux dans les années 90 et ça a été très 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 tabou aussi. Enfin, il a été condamné à perpétuité et je sais pas si c'est un exemple des plus grands pédophiles de Belgique, mais il y a quand même eu lui, quoi, et il a fait plusieurs victimes, dont Julie et Mélissa, dont on a parlé pendant des années. Ben, ça devrait être pas un modèle, mais quelque chose qui fait que ça ne devrait plus exister à l'heure actuelle. Et même l'effet Marc Dutroux, ça n'a pas abouti tellement, puisqu'il y en a encore, et on en parle encore tous les jours. Même dans le corps médical maintenant. Est-ce que pour que ce soit vraiment dissuasif, il faudrait que les peines soient plus lourdes? Parce que même si c'est noté dans son casier judiciaire, même si on a dit, bah oui, en effet, vous avez été victime, voilà, tout ça a été fait, mais 5 ans avec sursis. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, c'est pas très dissuasif. Est-ce qu'il faudrait des peines plus importantes? Bah, je pense que oui. Mais là, c'est pas de mon ressort. Franchement, moi, j'aimerais vraiment que la justice soit plus reconnaissante envers les victimes parce que... Et des procédures certainement accélérées, parce que 9 ans de procédure, ça a été mais ça, c'est peut-être parce aussi. que j'ai eu plein de péripéties. Beaucoup de péripéties, c'est sûr. Mais je pense quand même que ça prend malgré tout du temps. Et une procédure accélérée, ce serait peut-être un facteur qui entraînerait plus de personnes à porter plainte. Autre chose peut-être? Tu vois quelque chose? Dans le sens où la justice, etc. Le problème, c'est qu'il y a le souci de les prisons sont pleines aussi. Oui, d'accord. Donc on les condamne, mais on les met où? Oui, c'est vrai. Mais à un moment, ce sont des faits extrêmement graves. Ah oui? Toi, combien d'années est-ce que tu considères qu'il t'a prise de ta vie? Au moins 6 ans. Voilà. Et il est condamné à 5 ans de sursis. Il a quand même brisé ma vie entière, puisque il a peut-être pris 6 ans de ma vie, mais il l'a brisé entièrement parce que j'avais pas mes rêves de petite fille. J'ai pas grandi normalement. J'ai toujours vécu avec ce poids sur les épaules. Et ben, j'en sors grandi, mais je pense que si j'avais pas vécu tout ça, ben, je serais peut-être pas la personne que je suis actuellement. Peut-être que je serais toujours en train de pleurer tout le temps parce que je suis hypersensible, mais j'ai gardé mon hypersensibilité dans ma poche parce qu'il fallait pas montrer qu'on était triste. Et maintenant, ben, voilà, ça ressort un petit peu plus, mais je serais peut-être pas celle que je suis aujourd'hui à vouloir absolument faire en sorte que les choses bougent. C'est formidable d'avoir cette force de témoignage, oui. Etc. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui trouveront en effet que c'est admirable. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ce témoignage? Qu'il faut pas avoir peur de déposer plainte ou de trouver les bonnes personnes à qui parler. Maintenant, il n'y a pas beaucoup, comme on a dit, il n'y a pas beaucoup d'aide ou de juridiction ou d'endroits comme des centres, etc. C'est assez fermé. Je sais que en France, par exemple, ou même ici en Belgique, je crois, il y a la CODE, mais c'est à Bruxelles, donc il faut aller jusque Bruxelles, etc. Donc c'est un peu... Voilà, créer une ASBL, une association, enfin j'en sais rien, un mouvement qui fait que... T'aimerais bien, oui, justement, oui. Que ça se lance et que, voilà, si vous voulez soutenir Gabriella, n'hésitez pas à la rejoindre dans ce combat-là. Qu'est-ce que toi, t'aurais aimé entendre lorsque t'étais enfant et que tu subissais ce genre de choses? De pas avoir peur de cacher à ses parents, de oser pouvoir leur parler. Maintenant, si la situation familiale est assez compliquée, de trouver quelqu'un à qui en parler, quelqu'un avec qui il est facile à parler, peut-être une institutrice, peut-être le proviseur ou le directeur d'école, ou comme j'ai déjà été un surveillant, parce que j'ai déjà été surveillante à l'air pur et j'ai déjà quand même aidé pas mal d'enfants dans le conflit. D'ailleurs, le directeur m'a dit à la fin, oh c'est bête, tu t'en vas, on perd un bon élément. Moi je dis ah oui, la vie elle continue. Et donc voilà. Une personne de confiance, quoi. Oui. Mais pas avoir honte d'en parler parce que c'est pas chez les victimes que la honte doit se faire ressentir. Il faut passer changer.
passer le cap. Il faut changer justement, la honte doit changer de camp. C'est ça que tu ressens aussi. Oui, mais enfin moi j'ai pas eu le déclic tout de suite parce que je pensais que c'était de ma faute, mais oui non, mais c'est compliqué de se dire c'est pas moi, c'est l'autre. Gabriella, tu dis qu'on peut te contacter, mais où est-ce qu'on peut te contacter? Tu nous disais sur les réseaux sociaux, t'es présente où? Ma page Facebook, Gabriella Colani, autrice. Voilà, sur Messenger alors. Oui. On peut te contacter sans Et problème. si on tape Gabriella Colani tout seul, c'est une petite fille avec un chat parce que je trouve que ça me représente bien. La fille aux animaux. Les animaux n'ont jamais fait de mal à personne. Sauf des coups de griffe, de temps à autre. Sur Instagram peut-être? Oui, aussi. Aussi, voilà. Voilà. Faut pas hésiter à te contacter alors. On t'espère énormément de bonnes choses pour ce reste de ta vie parce qu'aujourd'hui tu vas mieux et on en parlait juste avant. T'as trouvé quelqu'un qui te soutient quotidiennement, avec qui tu es marié. T'as trouvé énormément de soutien dans cette vie. T'as retrouvé un emploi et c'est formidable. Je suis absolument ravi après avoir entendu ces horreurs que on peut se reconstruire. Oui. C'est ça aussi le message. C'est possible. Il faut pas hésiter aussi à aller chez un psy et pas faire comme moi de se dire ça ne sert à rien. Il faut trouver le bon, c'est tout. Oui. Voilà, il faut trouver quelqu'un qui t'écoute bien, etc. Merci Avoir Gabriella. Comment? Avoir le feeling avec la personne. Merci Gabriella pour ce témoignage. Je suis sûr que ça aidera énormément de personnes. On espère. On l'espère. Si vous aussi, vous avez été victime de violences sexuelles, sachez qu'il y a un numéro pour vous adresser directement à SOS Viol. C'est le 0800 98 100. N'hésitez pas à le contacter si vous avez été victime. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle interview. Ciao.